Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, encore moi, Jocelyn Bourassa, votre professeur d'histoire. Alors, on va y aller avec secondaire 2, une deuxième capsule sur le module 5, l'impérialisme, les répercussions que ça a eu sur les territoires africains, le fait que les métropoles européennes, les pays, aillent vraiment s'installer pour exploiter les ressources, quelles répercussions ça va avoir sur les colonies africaines, les pays d'Afrique qu'on connaît aujourd'hui. Vous allez voir, c'est loin d'être le paradis à certains endroits. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, c'est vraiment la Grande-Bretagne et la France qui ont été les deux pays avec le plus de colonies sur le territoire africain. Ils possédaient énormément de bateaux. La Grande-Bretagne, en partant, on s'entend, c'est une île, ça va aider. Alors, avec tous ces bateaux-là, on va avoir des progrès techniques dans la navigation. Alors, on va avoir un moteur à vapeur, des coques d'acier, des navires propulsés par des hélices. C'est différent plutôt que des roues à aubes. Alors, ça va plus vite, c'est plus facile de se déplacer aux quatre coins de l'Afrique. On va avoir aussi beaucoup de construction de chemins de fer. Ça va favoriser énormément le développement des colonies africaines, mais en faveur des pays européens. On s'entend, hein, des pays africains qui étaient des colonies européennes, ça n'a pas vraiment favorisé leur développement. C'était vraiment utile pour les métropoles européennes. Alors, on acheminait les produits par train vers les ports. Ces mêmes ports étaient importants pour acheminer les produits vers les villes européennes. Si on regarde ici, vous voyez tous les pays européens qui avaient accès à l'eau. Ça, c'est de la révision. Ça aussi, c'est de la révision. On a vu ça dans l'autre capsule. Les pays européens s'étaient entendus entre eux sans tenir compte des Africains à la conférence de Berlin 1884-1885. Cette façon arbitraire de diviser l'Afrique par les Européens a entraîné l'éclatement des communautés politiques indigènes, donc des Africains. Ces frontières ont divisé des groupes ethniques, linguistiques et religieux qui ne s'entendaient pas du tout entre eux au début. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une minorité à l'intérieur des nouvelles frontières. Cette situation va être à l'origine de nombreuses guerres civiles dans l'avenir. Comme je vous disais, c'est loin d'être le paradis à certains endroits. Il y a encore des conflits aujourd'hui avec les pays africains, étant donné que ça a été divisé de façon arbitraire, pour ne pas dire tout croche. On n'a qu'à penser à une célèbre guerre, et c'est même pas vraiment une guerre, c'est un génocide entre deux groupes africains. C'était au Rwanda que ça se passait en 1994. Alors, les problèmes du passé continuent encore et encore à certains endroits. On s'en va voir ça. On n'a qu'à penser à la guerre entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est une guerre qui a été désastreuse. Si on fait ça rapidement, là, c'est les Hutus qui ont procédé à un génocide envers les Tutsis. On ne s'entend même pas sur le nombre de morts. Il y a des endroits qui disent qu'il y aurait eu entre 800 000 et 1 million de morts Tutsis. Les Hutus voulaient se venger de la discrimination des années de colonisation européenne. Comment ça marchait? C'est qu'à l'époque de la colonisation, les puissances, européennes toujours, misaient sur la division de la population. Ils alimentaient et renforçaient les disputes entre les différents groupes sociaux. Ils favorisaient un groupe ethnique, ça n'a pas de bon sens, c'est du racisme comme ça se peut pas. Alors, dans ce cas-ci, au Rwanda, c'était les Belges, donc la Belgique qui dominait le pays. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant des années, ils ont favorisé les Tutsis dans l'administration et leur apportaient un soutien militaire et même financier. Alors, les Tutsis étaient moins nombreux que les Hutus, mais c'est eux qui étaient privilégiés. Lorsque les Européens sont partis pour la Première Guerre mondiale puis qu'ils ne sont pas revenus après en Afrique, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant des années, cette haine-là des Hutus envers les Tutsis a grandi et ça va mener à cette fameuse guerre. Puis on dit guerre, c'est plus un génocide en 1994. Pas d'allure les Tutsis, comment ils ont été traités par les Hutus. Mais les Hutus, eux, ils se disaient on a été maltraités par le passé, par les Tutsis et par les Belges.
on se venge. Dans la prochaine partie, on va voir l'acculturation. Qu'est-ce que l'acculturation? C'est vraiment les colonies qui ont subi une domination au niveau économique, civil, religieux, culturel. Vous allez voir, c'est vraiment pas agréable pour eux. Et encore aujourd'hui, ces pays-là sont pris avec cette acculturation-là. Mais le but, tout le temps, de toutes les métropoles européennes, tous les pays européens, c'était pendant qu'ils se chicanaient entre eux, ben les habitants africains ne s'intéressaient pas à se chicaner avec les Européens. Donc, le truc, c'était semer la zizanie, le trouble. Lorsque ça ne fonctionnait pas, ben qu'est-ce qu'on faisait? On y allait avec l'armée. Donc, comme les Espagnols l'ont fait en Amérique au 16e siècle, dans les années 1500, les Européens bénéficiaient d'une supériorité militaire, technologique, qui leur permettait de remporter des victoires faciles. C'est pas tout. La race blanche, donc les Européens, encore une fois, se faisaient donc un devoir moral d'apporter la civilisation et le progrès au peuple africain. Ceux-ci, toujours encore, les Européens, vont imposer leur langue, leur religion, leurs valeurs, leurs coutumes et les lois. Qu'est-ce que ça va donner? Ici, vous voyez, on a plein de jeunes Africains qui apprennent le français dans une colonie française. Les populations européennes forcent les populations colonisées, donc les Africains, à adopter la civilisation occidentale européenne. On a nommé ça l'acculturation. C'est vraiment, on impose notre culture générale, comme je disais tantôt avec la langue, la religion, aux Africains qui sont obligés. On prenait des gens et on les changeait de nom. On disait, toi ton nom, non, c'est trop compliqué. On va te donner un nom européen. Fait qu'il y avait des gens qui se ramassaient avec des noms comme Paul, Roger, Georges, alors que c'était pas du tout ça leur nom. C'est vraiment l'économie qui est à la base des problèmes à venir. Les métropoles interdisaient à leurs colonies de commercer avec d'autres pays. Ils les obligeaient à acheter leurs marchandises. Ce qui n'a pas d'allure, c'est que les produits finis étaient fabriqués en Europe à partir des ressources. Les colonies d'Afrique fournissaient les matières premières, comme le café, le coton, le sucre, minerais divers, il y avait surtout le fer. Ça servait à la production de produits manufacturés. Ces produits-là étaient alors expédiés dans les colonies où ils étaient achetés. Là, ici, la carte de Alloprof, c'est de côté, mais on s'entend pour dire que l'Europe est en haut, l'Afrique est en bas. Hein. Je ne voudrais pas revenir à la base, là, mais c'est un peu ça. C'est pas de gauche à droite, c'est vraiment du sud vers le nord. C'était pas tout le monde qui était pour la colonisation. Il y en a des groupes qui se sont élevés pour dire ça n'a pas d'allure ce qu'on va faire subir à ces peuples-là. C'est des humains, il faut les traiter avec liberté, égalité et justice. Allons voir ça immédiatement. Malgré ça, c'est pas tout le monde qui était pour l'impérialisme. Hein? Il y avait des voix qui étaient contre l'impérialisme. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu as certains politiciens qui voyaient dans les interventions militaires une théorie raciste. C'est évident. Ils ne condamnaient pas la colonisation. Hein? Quelques intellectuels, comme des politiciens, des hommes d'église, se sont élevés contre les traitements cruels infligés par les administrateurs coloniaux et les compagnies. Regardez ici, il ne peut pas avoir plus raciste que ça. Là. L'Européen se fait transporter, c'est le cas de le dire, par des Africains. Ici, regardez l'espèce de prestance qui est un peu exagérée. Hein? On veut démontrer notre puissance vis-à-vis les Africains. On a accusé les gouvernements de ne pas respecter les valeurs et les principes de droit qui définissaient les nations occidentales, surtout européennes, on s'entend. Comment le travail forcé, la saisie des terres, pouvait-elle justifier par ceux qui prétendaient gouverner au nom de l'égalité, la liberté et la justice? Toujours nos trois grandes valeurs. Heureusement, les pays africains ont réussi pour la plupart à obtenir leur indépendance. On parle ici de décolonisation. C'est ce qu'on va aller voir immédiatement. Suite à la participation à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, plusieurs colonies ont revendiqué le droit de se gouverner seules. Il y a des colonies africaines qui ont aidé les métropoles lors de la Première Guerre mondiale. Alors, ils se sont dit, on aimerait ça avoir des droits, on aimerait ça être capable de se gouverner seul.
Ça n'a pas tout à fait marché. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, donc 1939 à 1945, plusieurs colonies ont voulu obtenir leur indépendance. Les colonies ont réclamé le droit à la souveraineté, donc se gouverner seules. Avec la Charte des Nations Unies, qu'on a ici, une photo, écrite en 1945, ça a été écrit à San Francisco, ben là, ça a été mentionné dans cette charte-là, le droit de se gouverner seul. En 1948, un autre document est venu augmenter le désir de se gouverner eux-mêmes. Parce que la route est longue, là. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, que certaines colonies demandent de se gouverner eux-mêmes. Ça n'a pas marché. Bon, c'est sûr qu'après ça, il y a eu une crise économique en 1929 qui a duré aussi dans les années 30. La guerre en 1939 jusqu'en 1945. Il y a encore des colonies qui ont participé à aider les pays européens dans cette Deuxième Guerre mondiale-là. Mais là, en 1948, un autre document, comme je disais tantôt, est arrivé. Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a été écrit le 10 décembre 1948, même si la guerre a été officiellement terminée au mois de mai 1945, on voit que ça prend un certain temps. 58 États ont adopté cette déclaration. Pour la première fois, même malgré la Charte des Nations Unies, c'est vraiment ici qu'on va énoncer les droits et les libertés dont tous les êtres humains sont en droit d'avoir. Aujourd'hui, c'est disponible dans plus de 360 langues. La déclaration est le document le plus traduit au monde. La Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à chacun les droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civils, qui, dans le fond, sont les fondements de la vie des individus. Mais c'est surtout au cours des décennies 1960-1970 que plusieurs colonies africaines obtiendront enfin le droit de se gouverner eux-mêmes. Mais avec tous les ravages que les Européens ont faits, on s'entend qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Chez nous au Canada, nous sommes aussi une ancienne colonie britannique. Encore aujourd'hui, nous faisons partie de l'organisation du Commonwealth. On s'entend par contre que notre statut d'ancienne colonie est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus d'autonomie que malheureusement les pays africains qui ont dû lutter longtemps. Et encore aujourd'hui, comme je disais tantôt, ça reste difficile leur situation, surtout économique et même politique. Et voilà, une autre capsule de terminée. On se revoit dans pas long. Je suis persuadé qu'il y a une autre capsule qui va arriver. Je sais qu'il va en avoir d'autres. C'est juste pour vous garder un petit suspense. Bye bye.